Bonjour et bienvenue au premier épisode du Balado Voix, un balado qui vous parle de ma voix, ma santé, mon métier. On lance le premier épisode aujourd'hui. Il y a avec moi Anne-Marie Vachon, Krishna Martineau qui vont bientôt se présenter. On est toutes les trois un peu excitées. Moi, c'est Ingrid Verdocht. Je vais aussi bientôt vous expliquer qui je suis. Anne-Marie, qui es-tu? Bonjour, moi je suis Anne-Marie Vachon, je suis orthophoniste de profession et j'ai on peut pas dire une spécialisation, mais j'ai un intérêt pour travailler avec les troubles de la voix et donc la voix. Euh, et c'est une passion que j'ai développée dans le début de ma carrière, mais je suis aussi une personne très enjouée et une ancienne athlète de haut niveau et ça me définit souvent dans ma personnalité et dans ma façon de voir la vie. Et boy, j'oublie chaque fois que t'étais une athlète de haut niveau aussi, ça m'impressionne. Krishna. Oui, bonjour, moi c'est Krishna Martineau, je suis enseignante au primaire, mais j'ai un parcours un peu atypique, là, donc je suis enseignante d'éducation physique de formation. J'ai décidé de bifurquer vers l'enseignement en classe pour devenir titulaire. J'ai beaucoup d'intérêt pour le sport aussi, là, donc étant donné que je suis quand même active à vélo, je me déplace même l'hiver à vélo, donc la voix, ça fait partie de mon métier. Donc, oui, c'est un outil de travail, mais on va pouvoir en rediscuter là, de la définition un peu plus tard. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai été touchée par des problématiques de voix. Donc, j'ai bien hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ça. Merci à toi. Moi, c'est Ingrid Verdocht. Comme certains peuvent l'entendre sur mon petit accent, je ne suis pas du Québec. Je vous viens directement d'Europe, où j'ai habité en Belgique, en France, mais aussi en Suède. Donc, je suis professeure à l'Université de Montréal, à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Mais avant d'occuper ce poste-là, j'étais orthophoniste en Europe. J'ai une formation d'orthophoniste de la Suède, de l'université de Lund en Suède, et puis aussi de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Et j'ai exercé pendant 10 ans en orthophonie, quasiment exclusivement avec la voix et les troubles de la voix. Et puis là, j'ai l'incroyable chance de faire parler des orthophonistes et de former des futurs orthophonistes, même si moi, je ne suis plus orthophoniste et je n'exerce plus cette profession-là. Et puis, on est rassemblés toutes les trois, Krishna, Anne-Marie et moi, parce que on partage cet intérêt, cette passion pour la voix et qu'on a envie de partager nos connaissances respectives avec les gens qui auront bien envie de nous écouter. Le premier épisode, il s'appelle La voix, c'est quoi? Et on va vraiment essayer d'aborder un petit peu c'est quoi la voix. C'est quelque chose qui peut paraître soit super simple, parce que c'est quelque chose que tout le monde fait. Une des premières choses qu'on fait quand on naît, c'est qu'on fait de la voix. Le bébé, il sort, il crie. Ok, donc on sait faire de la voix depuis le début de notre existence. Donc c'est comme une des choses les plus simples qu'on puisse faire. Et en même temps, c'est hyper mystérieux. Et c'est un peu de ça qu'on va parler dans l'épisode aujourd'hui. On va entendre des invités qui nous apportent des témoignages. On va avoir une enseignante, Audrey Julien. On va entendre Line Defoy, qui est orthophoniste. Et puis, le docteur Simon Gagnon, qui est ORL, aussi spécialisé dans la voix, qui a d'ailleurs travaillé longtemps avec Line Defoy. Et je vous propose qu'on écoute une jeune enseignante, Audrey Julien, qui va nous expliquer justement pour elle, c'est quoi la voix. Est-ce que ça vous tente? C'est parti. Je dirais, là, pour moi, une voix, c'est comme un univers intérieur à écouter puis à exprimer. Je peux m'expliquer dans le sens que je trouve que la voix, là, ça nous définit en tant que personne, puisque ça va mettre en lumière notre pouvoir de persuasion, notre créativité, ça peut être notre musicalité, notre passé aussi. Fait que c'est vraiment un outil incroyable. C'est sûr qu'on peut utiliser le non-verbal aussi, mais s'exprimer par des mots puis des sons, je trouve que ça facilite là, la rencontre de l'autre, la communication, puis aussi la découverte. Là. On peut, c'est comme quand on va dans un pays là à l'étranger, bien,
on rencontre l'autre. Si on n'est pas capable de parler sa langue, on réussit quand même à communiquer, mais c'est tellement plus simple avec la voix. Donc, c'est un bel outil. Voilà, ça c'est Audrey Julien qui nous parle de l'importance de la voix pour elle. Ça résonne avec vous, ça? Mais moi, je vais y aller, tu sais, vraiment comme ça. Elle utilise beaucoup le mot outil, mais pour moi, la voix, c'est pas nécessairement un outil, c'est plus qu'un outil. Parce qu'un outil, c'est quelque chose qu'on sert quand on en a besoin, mais une voix, pour moi, on en a toujours besoin. Fait que c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une partie de nous. Tu sais. Fait que c'est vraiment, moi, tu sais, souvent on dit ça, là, la voix, c'est un outil, mais moi, c'est vraiment une partie de la personne, une partie de ma personnalité, une partie de ce qui me définit en tant que personne, mais aussi en tant que professionnelle, parce que je suis une orthophoniste, j'utilise pas ma voix de la même façon que, par exemple, ma mère qui était enseignante ou mon ami qui est, je vais dire n'importe quoi, mon ami qui est comptable. On n'utilise pas la voix de la même façon. Donc, c'est pas la même définition. Ça nous définit pas de la même façon. Fait que ça fait vraiment partie de ma personne, ma voix. Ben, j'irais dans ce sens-là. Moi aussi, là, j'avais dans la tête que c'est ce qui nous rend unique aussi. Là. Chaque voix est différente. Puis quand on a les yeux fermés puis qu'on entend la voix de quelqu'un, si c'est une voix qui est familière de maman, papa, c'est sûr qu'on va les reconnaître tout de suite. Mais des voix qui nous sont étrangères aussi, on va capter différents sons puis on va dire ah ok ben ça j'aime ça ou ça me parle ou ça me met sur mes gardes un peu là. Donc c'est notre côté unique là, d'avoir la voix. Mais moi le mot outil ça m'est venu en tête aussi là, donc je m'en sers comme outil pour mon travail, mais ma voix de tous les jours sera pas la même que la voix que j'utilise quand je suis à l'école, par exemple, quand j'enseigne à mes élèves. Donc, ma portée est différente autant quand je suis dans le gymnase que quand je suis en classe. Donc, moi, je le vois, le côté outil, mais plus dans le cadre de mon travail. Mais la voix, en général, je trouve que c'est plus que ça aussi. Ouais, mais elle explique quand même aussi hein, qu'elle dit que c'est quelque chose qu'elle utilise pour la rencontre de l'autre. Donc c'est profond comme outil. Ça, on s'entend, c'est pas juste un marteau. C'est quelque chose de plus profond que ça. C'est Moi, ça me fascine le côté identitaire de la voix aussi. C'est que c'est quelque chose qui nous appartient complètement, qui nous définit. C'est notre façade extérieure un peu au même titre que notre visage. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y a effectivement plein d'études qui montrent qu'on perçoit tout un tas de choses au sujet d'une personne à travers la voix de la personne. Donc, on va se faire toute une idée sur la personnalité de la personne, l'identité de la personne à travers sa voix. Donc, c'est pas juste un sentiment qu'on a que c'est quelque chose qui nous définit, ça nous définit dans l'interaction avec l'autre. Ça c'est certain. Mais moi, ce que j'étais en train de dire, c'est que toute la question identitaire, c'est ce qui me rejoint le plus en tant que professionnelle, moi, parce que, tu sais, moi, je travaille avec les gens, justement, qui ont des troubles de la voix. Donc, cette question identitaire-là, c'est ça qui fait que quand on a un changement dans la voix, même s'il est léger et temporaire, par exemple, quand on a le rhume ou la grippe ou n'importe quoi, ben ce changement-là, il nous affecte quand même dès son apparition. Donc, vraiment, la question identitaire, moi, en tant que professionnelle, c'est tellement ça qui est comme à l'avant-plan, là. Tu sais, tantôt, on parlait de ma jeune qui a transperçait la détresse, mais c'est tout ça, c'est vraiment ça, on est comme dans ce bain-là, dans cette piscine identitaire-là, là, quand on travaille avec les troubles de la voix, là, parce que c'est tout un Ouais, et je te changement, là. dirais le changement quand la voix change, notre voix change à cause d'un trouble, par exemple, mais aussi quand on va chez l'orthophoniste et puis l'orthophoniste va nous dire ah ben là regarde je vais te montrer une manière de parler qui va être safe pour tes plis vocaux, mais là d'un coup ça sonne plus comme nous. C'est-à-dire, on change Mhm. notre manière de parler, ça change la qualité de notre voix, la couleur de notre voix, et ça aussi, ça peut changer qui on est. Moi, j'ai déjà eu, à l'époque où je pratiquais en Europe, une patiente qui n'arrivait pas à s'approprier un geste vocal sain parce que elle disait tout simplement, c'est pas moi,
ça sonne pas comme moi. J'arrive pas à l'utiliser. Ouais. Ah Ouais. C'est ça. C'est vraiment ce jeu-là là, d'identité, là. Ben, l'identité puis la détresse là, dont tu parlais tantôt, je trouve que pour l'avoir perdu à quelques reprises, moi aussi, ben je pleurais, j'étais vraiment triste de pas pouvoir m'exprimer, puis je trouvais ça difficile de devoir arrêter de parler pour pas abîmer les cordes vocales davantage, là, pour vraiment laisser le repos nécessaire dans le temps. Mais le temps, on dirait que de s'exprimer, c'est juste normal. On dirait que c'est quelque chose qu'on tient pour acquis, puis que quand on se fait couper ça ou que ça change, c'est plus difficile, justement, du côté identitaire, là, de pas pouvoir prendre sa place, de pas pouvoir affirmer qu'est-ce qu'on a à dire. Mais moi, j'ai hâte de t'entendre, Krishna, quand tu vas nous expliquer un petit Oui. peu ce que toi, tu as vécu avec ta voix, justement. On va avoir vraiment un épisode qui va être sur ce qui se passe quand on a un trouble de la voix, les recommandations, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Donc, ouais, ça va être intéressant. Est-ce que je vous fais écouter Lynn? Oui. Un petit bout de Lynn. On aime beaucoup de petits bouts de Lynn. En voici un. Alors la voix, étrangement, ce que je dis souvent, c'est un cadeau parce que parce que la première fonction de notre larynx, de nos plis vocaux, nos cordes vocales qui servent à produire le son, la première fonction, c'est de protéger les poumons, de protéger les voies respiratoires. Mais en cadeau gratuit comme ça, on peut faire du son avec ces plis qui vibrent sous notre air expiré. Alors voilà, la voix, c'est un instrument sonore qui permet de faire du son qui va devenir notre parole, qui va devenir notre voix. Alors, ça nous permet de communiquer, ça nous permet de faire notre travail comme enseignant, comme chanteur, comme animateur, animatrice. Et ça comprend plusieurs parties. C'est dans notre corps. C'est la particularité de cet instrument-là. Ce n'est pas un instrument externe à notre corps, comme un violoncelle, un trombone, un piano, mais c'est dans notre corps. Alors, le souffle qu'on expire va mettre en vibration les plis vocaux dans la gorge et le son va remonter plus haut dans la gorge, dans la bouche et dans le nez pour résonner et donner notre voix. Alors, c'est particulier parce que chez chaque personne, même si c'est les mêmes parties du corps, ben on le sait, hein, la voix est propre à chaque personne parce que les tissus ont une densité X, les os sont placés de telle façon. Donc, l'instrument est propre à chaque personne. Un instrument, c'est poétique. Oui, mais hein? sa voix est poétique aussi. Oui. On reconnaît Lynn. Tu vois, je pense qu'il y a, toi et moi, on la connaît, Anne-Marie. Krishna, toi, tu ne la connais pas. Mais justement, toi, t'entends cette voix-là, Krishna. Tu attribues quoi comment est-ce que tu imagines Lynn de foi en entendant cette voix-là? Ben, je trouve que c'est quelqu'un qui a l'air posé. Là. Je sais pas si elle est calme au quotidien, mais c'est ça. Son énergie était, c'est ça, relaxante, posée. Ouais, on pourrait faire des jeux de prédiction. Est-ce qu'on sait prédire qui est une personne à travers sa voix? Oui. Mais oui et non. Je veux dire, on peut tellement se tromper aussi. Oui. Ben, il y a des éléments qui peuvent jouer. Là. Disons que notre premier podcast qu'on va enregistrer, on va sûrement avoir la voix un peu différente qu'après le 4e. On va probablement être un petit peu plus fébrile, puis un petit peu plus comme nerveuse à l'idée d'être en enregistrement. Puis ben, au fil du temps, on va être plus habitué, puis je pense que notre voix va être plus calme, moins vibrante probablement. Là. Moi, je suis toujours fébrile. Ça fait partie constante de ma vie d'être énervée pour tout. Alors. Moi, je trouvais qu'elle décrivait bien le côté aussi individuel de la voix. Ça devient très clair si on se dit la voix, c'est pas juste quelque chose qui est en dehors de nous, c'est pas juste un son en dehors de nous, c'est une signature sonore qui est créée par un geste que notre corps fait. Et donc, comme chacun de nous est différent anatomiquement, la manière dont on va produire un geste, mais c'est normal que cette signature sonore elle soit différente. Et il y a un chercheur
qui a été à Montréal, qui est, je pense, en France maintenant, qui s'appelle Pascal Belin, qui a appartenu au Brahms à un moment donné, l'Institut sur la recherche cerveau-musique, qui lui dit, mais finalement, la voix, c'est notre identité sonore, c'est notre visage sonore. C'est comme notre visage, c'est nous. On nous reconnaît immédiatement avec notre visage, mais on peut aussi nous reconnaître immédiatement avec notre voix parce qu'elle est complètement, elle est unique à nous. Est-ce que ça peut être en même temps une partie de notre identité et un outil? Ben, je crois que Krishna, elle l'a vraiment bien décrit, ça, cet aspect-là. Une partie de notre identité, puis un outil, parce que, tu sais, tantôt, elle parlait, pour moi, c'est comme deux choses, puis elle a vraiment dit, tu sais, pour moi, c'est comme ma voix de tous les jours, puis ma voix d'enseignante, tu sais. Pas qu'elle change de voix, mais c'est que sa voix sert pas à la même chose quand elle est avec ses amis que quand elle est avec ses étudiants, ses élèves. Moi, je pense que ça, tu sais, cette notion-là je pense que Krishna elle l'a vraiment bien décrite. C'est ça. Mes Cette amis me trouveraient voix-là. un peu étrange là, si j'utilisais la même voix que j'utilise avec mes élèves. Là. Est-ce que tu le montres? Est-ce que tu saurais justement invoquer cette voix-là? Même si t'es pas dans la situation avec tes élèves, est-ce que tu saurais nous montrer cette voix-là? Ben, je pourrais, mais c'est plus pour l'expliquer, en fait. Je suis plus directive dans ce que j'ai à dire, puis je m'adresse au vous plus qu'au-dessus. Donc, de vraiment être précise là, dans mes demandes. Mais c'est un peu gênant de faire ça quand il n'y a pas d'élèves. Là. Mais je trouve, tu vois, la gêne que toi tu ressens là maintenant, Ouais, je pense on approche de la complexité de changer la voix de faire de changer, quelqu'un ouais. parce que il y a quelque chose il y a un ajustement spontané au contexte quand on utilise notre voix. Je te comprends. Moi aussi, je trouverais Ouais. ça très gênant de te parler. Regarde, tout bêtement, comment je parle à mon partenaire, par exemple, tu vois? Ou Ouais, La ouais. comment voix je parle à mes d'oreiller. enfants, la voix d'oreiller, la voix Moi, de on j'appelle ça a la voix c'est d'oreiller. très mignon. Oui, je vous la montrerai pas. C'est, Mais c'est vrai, mais j'aime le mot spontanéité. Je trouve que ça se fait Oui. automatiquement que c'est j'entre en scène avec, parce que c'est un peu ça, moi, c'est j'entre en scène avec mes élèves, puis si ça va pas bien ce matin-là, oui, ça peut peut-être paraître un peu dans mon visage ou dans ma façon de me tenir, mais je pense que j'ai un rôle à jouer devant mes élèves, puis la voix va embarquer, va tout simplement s'embarquer, puis récemment, j'ai vécu une situation où ça a été difficile, j'ai dû sortir un élève qui était en crise, puis à l'intérieur, je tremblais. C'était incroyable. Là, je me disais, il faut pas que ça paraisse auprès de mes élèves. Donc, ma voix, j'ai essayé de contrôler que ça vibre pas trop, que je sois sûre de ce que j'affirmais aux élèves. Même si intérieurement, je me disais, oh, je sais pas si c'est correct, puis je sais pas si c'est la bonne chose que je fais, mais il fallait pas que ça apparaisse. Donc là, le rôle de contrôle sur ma voix, de se sentir comme fort malgré les situations qui se produisaient à l'intérieur de moi, parce que c'était tout interne. Là, donc, c'est ça. Je trouve que ça change beaucoup là, mais spontanément, selon le contexte. ouais, ce que tu nommes là, c'est aussi quelque chose qui est particulier avec la voix. C'est que sur le plan du contrôle moteur de notre voix, donc Lynn, on l'a entendu, elle a décrit vraiment l'outil, l'instrument anatomique, physiologique, mais il y a un cerveau derrière tout ça. Les poumons, les plis vocaux, la résonance, ça se fait pas tout seul. Donc il y a un cerveau qui gère ça. Et la voix, elle est à l'interface de notre système cortical et de notre système limbique. Donc, c'est un instrument, un geste qui est régi autant par notre conscience, comment est-ce qu'on dit ça? Aide-moi, notre cerveau bien contrôlé, mais aussi par nos émotions et nos sentiments. Ben, le Donc, cerveau reptilien peut embarquer assez rapidement. Là. Des fois, on peut pousser un cri là, de détresse, puis dire comment j'ai fait pour que ça puisse sortir de moi. Là, ouais, mais vraiment, ça, il n'y a pas eu réflexion. Là. Ça s'est produit, puis c'est tout. mais exactement, on peut imaginer, ben toi tu l'as décrit dans cette situation qui a été compliquée pour toi, que tu avais une émotion intérieure qui avait un impact sur ton geste vocal avec des tremblements, une sorte de tension qui s'est installée.
je pense n'importe qui peut se souvenir d'une situation où on est extrêmement triste, par exemple, et on a envie de pleurer l'effet que ça fait sur notre voix, parfois même l'incapacité de produire sa voix parce qu'on sait qu'il y a juste un pleur qui va sortir, cacher un rire. Si on a un fou rire qui nous prend, ça c'est des situations plus extrêmes, mais on est constamment dans notre quotidien, et je pense surtout dans un métier comme le métier d'éducatrice, enseignant, on est traversé par des émotions constamment. Est-ce que tu serais d'accord avec ça, toi, Krishna? Ah oui, oui, tout à fait. Puis c'est de s'auto-réguler, là, dans le fond, pour avoir notre statut d'enseignant. Mm. Et d'où ce que je disais tantôt, là, le fait d'avoir mon travail, ma voix de prof versus ma voix avec mes collègues, la voix avec mes amis. Donc, de savoir quand on entre en scène. Moi, je vois vraiment ça comme ça, là. Puis même quand il y avait un endroit où j'ai déjà travaillé, puis quand on rentrait avec les clients, c'était ça. Là, on entre en scène, puis ce qui s'est passé avant, on met ça de côté, puis on fait le travail qu'on a à faire, là. Est-ce que vous avez le goût d'entendre ce que le docteur Simon Gagnon a à dire sur la voix? Pourquoi pas? Vas-y. C'est le docteur Simon Gagnon, c'est un ORL du CHU de Québec qui est spécialisé dans le domaine de la voix, donc ORL, otorhinolaryngologue, et lui c'est surtout l'aspect laryngologie, donc tout ce qui a à voir avec le larynx, qui est sa spécialité. Puis il a travaillé longtemps justement avec Lynne Defoy, juste avant que Lynne est à la retraite maintenant, mais ils ont travaillé en binôme ORL orthophonie. Et lui aussi, il a accepté de participer à ce podcast et de partager son expertise avec nous. Et là, il répond aussi à c'est quoi la voix de son point de vue à lui. En fait, c'est un organe qui est beaucoup plus complexe que plusieurs de mes collègues semblent le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments. C'est une chaîne d'événements qui se passent quand on parle. On apprend à parler vers l'âge de 2 à 3 ans et on apprend par imitation. Mais la technique vocale, c'est la superposition de plusieurs phénomènes qui doivent se produire d'abord au niveau respiratoire, l'ancrage, comment gérer sa respiration. Par la suite, il y a ce qu'on appelle le moteur, la respiration. Après ça, il y a le vibrateur lui-même. Et de ce côté-là, il y a des inégalités entre les individus. Il y a des inégalités hommes-femmes. C'est-à-dire que les femmes ont malheureusement, après la puberté, un larynx qui est plus fragile au phonotraumatisme que les hommes, de par la nature de notre larynx qui change avec l'imprégnation des hormones à la puberté. De la même façon, à la ménopause, il y a des changements qui se produisent chez la femme qui ne se produisent pas chez l'homme. Donc, le vibrateur lui-même, l'organe qui vibre, qui produit le son, change, est différent chez l'homme et la femme et change au fil de la vie d'une personne. Puis après ça, il y a les résonateurs. Fait que la voix, c'est l'ensemble de ces 3 structures-là. Moi, je divise ça comme ça, moteur, vibrateur, résonateur. Donc, tout peut avoir un rôle à jouer, puis ces outils-là ou ces parties-là doivent interagir ensemble de façon ordonnée et efficace. Le problème, souvent, malheureusement, c'est que tout le monde est capable de reproduire un geste relativement simple, mais si ce geste-là est un geste que vous allez faire à répétition et que vous n'avez pas une technique qui est adéquate, vos chances de vous blesser sont nettement plus grandes. Malheureusement, de la même façon qu'on le disait tout à l'heure, c'est que comme les gens, c'est un organe qui n'est pas facilement visualisable. Tu perds la voix, tu as une laryngite. Ouais, mais avez-vous vu le larynx? Non, il n'y a peut-être pas de laryngite, surtout si ça se reproduit à répétition puis qu'il n'y a pas de contexte infectieux. C'est peut-être pas une laryngite. C'est peut-être plus un problème de tension musculaire du larynx ou une dysphonie fonctionnelle. On pourrait parler des termes plus tard, là. Mais c'est juste pour dire que, et ça risque de se répéter si on ne corrige pas la situation. C'est pas juste de donner des repos vocaux qui vont changer de quoi. Il faut également corriger le problème à sa source. C'est intéressant, hein, parce que on a entendu Dr Gagnon, puis on a entendu Lynne, puis on a entendu une enseignante. Puis on voit que notre perception de la voix aussi dépend de ce que la voix représente dans notre travail. Je sais pas si on me comprend bien, dans le sens que on voyait que Lynne et Dr Gagnon parlaient vraiment, mais Lynne parlait vraiment de la fonction. Fait que vraiment l'orthophoniste est là pour, mais
on le sait pas là que l'Ingrid, ben nous on le sait là, mais tu sais, si on les écoute individuellement, ils se sont pas présentés comme ces personnes-là. Et Dr Gagnon, il est allé vraiment, tu sais, expliquer l'importance de toute cette anatomie-là, tu sais, de son background de médecin, puis versus l'enseignante qui était, elle, utilisait sa voix différemment, tu sais. Je trouve ça intéressant, ces définitions-là qui ressortent selon aussi les profils. Je trouve ça super stimulant. Je m'étais jamais posé la question, ça représentait quoi? C'était quoi la voix pour moi? Ben oui, je me suis déjà posé la question, mais tu sais, j'ai jamais posé la question à mon éventail de clients qui arrivent devant moi, mais tu sais, c'est ça, je trouve ça super intéressant d'entendre cette variété-là. Et aussi selon l'utilisation de la voix dans le cadre de notre travail, parce que quelqu'un qui est derrière son ordinateur peut faire son travail puis continuer à le faire même s'il y a une perte de voix. Tandis que moi, ben ça a été problématique. Les journées où j'ai perdu la voix, ben je suis quand même allée à l'école, mais il a fallu que je mette tellement de choses en place pour pouvoir réussir à faire une partie du travail que je devais faire dans ma journée. Ouais. Est-ce que tu penses justement, Anne-Marie, est-ce que c'est une question, toi, en tant qu'orthophoniste, que tu poses à tes patients? Ça représente quoi la voix pour vous? Ben, des fois, je pourrais dire que je le vois, tu sais, quand j'ai de la difficulté à saisir, tu sais, leur intérêt ou leur désintérêt à la thérapie vocale. Tu sais, souvent, il y a des gens qui sont plus apathiques ou plus stoïques ou tu sais, qui ont de la difficulté à plus se décrire, puis d'expliquer leurs difficultés, puis d'expliquer leurs objectifs. Tu sais, il y en a que c'est clair que, tu sais, ils vont rentrer dans le bureau, puis ils vont nous dire, ben moi, là, j'ai perdu ma voix, puis, tu sais, je suis plus capable d'appeler mes petits-enfants, puis je veux appeler mes petits-enfants. Tu sais, les objectifs sont clairs. Dans ce temps-là, on dirait que j'ai moins de difficulté à définir c'est quoi l'importance pour eux. Tu sais, comme quelqu'un qui me dit, qui m'établit un objectif, ben je sais que c'est un objectif relationnel. Fait que sa voix pour elle, c'est important pour ses contacts sociaux. Mais des fois, les gens, ils savent pas trop, tu sais, pourquoi ils viennent voir un orthophoniste. On les a jamais dit. Pourquoi? Jusqu'à temps que moi, je leur explique. Donc, des fois, oui, je vais poser cette question-là. Peut-être pas de cette façon-là, mais oui, des fois, je la pose. Parce que les gens peuvent se faire référer à toi, dans le fond, ou à un orthophoniste en général. Oui. Moi, je connais un peu plus dans le milieu scolaire. Là. Dans le fond, il y a certains élèves qui sont accompagnés parce qu'ils ont des troubles du langage et tout ça. Mais ton travail à toi, je suis pas vraiment certaine de tout saisir. Qu'est-ce que ça... En fait, mon travail à moi, tu sais, c'est les gens vont, par exemple, voir le médecin parce qu'ils ont un problème avec leur voix qui est souvent récurrent ou des fois qui est comme apparu soudainement. Et puis, ben là, ils établissent d'abord que c'est un problème. Donc, déjà d'avoir établi que c'est un problème, on le sait qu'ils sont face à un changement qu'ils ont de la difficulté à accepter, tu sais, et ils cherchent la cause, ils cherchent comment le solutionner. Et puis là, souvent, c'est l'ORL va pouvoir aller voir l'état du larynx, l'état des plis vocaux, l'état de l'anatomie. Puis, à ce moment-là, ben, si on n'a pas de solution médicale, moi, je dis souvent, il n'y a pas de pilule qui se donne pour les troubles de la voix, hein, parce que c'est une fonction. OK? Donc, là, à ce moment-là, ben, l'ORL va référer à nous en orthophonie. Et là, nous, on va traiter les gens. Souvent, plus, oui, on va traiter en fonction anatomique. On prend en condition on est concerné par la condition des plis vocaux, la condition anatomique, mais aussi beaucoup plus par la fonction, hein, parce que depuis tout à l'heure qu'Ingrid, elle utilise beaucoup le nom geste sonore, mais c'est ça aussi, hein. C'est le geste sonore. Ben, c'est pas pour rien qu'on a une blessure au corps vocal. C'est parce que ce geste-là, en quelque part, il s'est modifié. Et puis, il n'y a pas de pilule. Je peux pas te donner une petite pilule pour que ton geste sonore revienne normal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, je trouve ça intéressant parce que le parallèle que moi, je fais avec ma vie de tous les jours, c'est que je suis quand même très active. Puis, quand on s'entraîne, quand on fait des activités, ben, c'est un petit peu la même chose de pouvoir entraîner sa voix, de pouvoir la travailler de la bonne façon ou de la rétablir. Là. Quand on a une blessure au genou, ben ça prend du temps puis il faut faire
plusieurs exercices, du renforcement ou des fois c'est même le repos là, avant de... C'est pas nécessairement juste des pilules ou des opérations, mais bref. Mais c'est souvent pas des pilules et souvent pas des opérations, hein? Ouais, mais ça, attention, ne dévoilez pas tout. On va vraiment avoir un épisode qui va parler spécifiquement de ce qu'on fait et on va vraiment revenir là-dessus aussi sur le rôle de l'orthophoniste, le rôle de l'ORL, le rôle du médecin traitant. C'est quoi les étapes à faire et comment est-ce qu'on aborde une thérapie, si c'est là-dedans qu'on s'engage, une thérapie pour sa voix. Mais si on clôture sur ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que la voix, c'est individuel, c'est quelque chose qui nous rend unique, c'est quelque chose qui peut être très poétique, amené comme Lynn qui nous dit c'est un cadeau la voix parce que l'outil pour produire la voix, il n'a pas été fait pour produire la voix, c'était pas ça qui était pensé d'abord, mais c'est devenu le cadeau supplémentaire et puis on s'exprime à travers ça, on s'exprime avec nos mots mais on exprime notre personnalité à travers cette voix-là aussi. Puis on voit la complexité de ce geste qui doit être différents systèmes musculaires qui doivent être synchronisés. Tout ça géré par un cerveau qui est d'une part contrôlé, qui a mis en place tout un tas d'automatismes. On a quand même le contrôle là-dessus, mais puis il y a quelque chose de plus flou, plus sombre. Toi, tu as utilisé le cerveau reptilien comme nom, Krishna. On va pouvoir dire les circuits limbiques, donc tout ce qui est émotionnel est beaucoup moins sous notre contrôle, même si on a des techniques de régulation. Donc, on est face à un outil, un instrument, un cadeau, un geste sonore hyper complexe, hyper riche, qui, je pense, nous passionne toutes les trois, ça c'est certain. Et on va voir dans le prochain épisode justement tout ce qui peut un peu mal aller. Alors donc ma voix quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous auriez comme un dernier mot si on devait clôturer ce qu'on vient de dire, quelque chose qui vous reste en tête? Ben, je peux y aller. En fait, suite à tous les mots qui ont été dits, moi, j'avais en tête le mot couleur. C'est donner sa couleur avec sa voix. Puis parfois, dans la vie, on est confronté à des changements de couleur. Puis c'est d'apprivoiser ça, là, de voir que, OK, là, c'est différent. Puis comment je peux revenir peut-être à l'état d'avant ou... Ouais. Anne-Marie, on veut quelque chose d'intelligent de ta part aussi, avec ta belle voix. Je dis pas toujours des choses intelligentes, mais je vais essayer. En fait, moi, j'ai accroché sur le mot magique. Et il y a quelqu'un dans notre discussion qui a dit le mot magique, mais moi, je trouve ça beau de me dire que nous, ce qu'on perçoit, des voix qu'on entend, c'est magique. Mais ce qu'on fait à l'intérieur de nous, c'est loin d'être magique. Hein? Puis là, on parlait de la complexité. Moi, c'est vraiment ça qui vient comme, wow, ce qu'on entend, là, tu sais, on parle de couleurs, on parle d'identité sonore, on parle d'instruments, on parle de cadeaux. C'est vrai, tout ça. Mais au fond, là, c'est tellement complexe à l'intérieur de nous que c'est ça qui est beau. C'est que, mécanique même. Là. Oui! Toute cette complexité-là donne ce cadeau-là. Moi, j'ai jamais vu ça. Je connais rien d'autre qui est comme aussi splendide que ça. Ben là-dessus, moi je vous propose qu'on se quitte et puis qu'on revienne pour un prochain épisode pour continuer à parler de tout ça. Tout à fait. Bye! Bye! Vous venez d'écouter le tout premier épisode du Balado Voix, Ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Dans cet épisode, les animatrices ont discuté de la voix, du geste moteur et de sa complexité. Lors de l'épisode de la semaine prochaine, nous aborderons les différents troubles de la voix de même que les connaissances liées aux ressources disponibles pour les professionnels. Si vous êtes enseignant, enseignante et que vous aimez le contenu présenté dans le Balado Voix, on se réjouit de vous annoncer que l'écoute du balado s'inscrit dans le cadre de la formation continue pour le personnel enseignant et les orthophonistes. Vous trouverez le lien vers les informations liées à la formation dans la barre de description. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Bye bye!